Bienvenue sur Question Directe. Merci de votre fidélité. Nous sommes aujourd'hui avec M. Ibrahima Faye, vice-président de l'OFNAC. L'OFNAC, c'est l'Office national de lutte contre la fraude et la corruption qui vient de sortir son premier rapport. M. Faye, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous le savez, votre rapport est sorti déjà, beaucoup de controverses. Pourquoi, à votre avis? Je vous remercie d'abord pour l'invitation à cette émission et je salue également tous les téléspectateurs. Pour en venir à votre question, je pense que c'est aussi l'effet recherché quand il est suggéré de procéder à la publication du rapport. C'est un moment fort de revitalisation de la démocratie, parce que c'est un prétexte aussi pour poser des questions, pour discuter autour de thématiques qui interpellent tout le monde. Et le rapport doit servir de prétexte à ces échanges qui doivent nous permettre de trouver, à l'issue donc de ces discussions, des consensus forts. Et je pense que c'est tout l'intérêt d'une publication qui permet donc d'élargir le débat, d'y associer tout le monde. Est-ce que vous comprenez toute cette polémique autour de votre rapport? Nous, OFNAC, nous ne sommes pas dans une posture polémique, mais nous reconnaissons aux différents acteurs leur droit d'émettre leur opinion, de faire des critiques. Mais il faut aussi comprendre une chose. La lutte contre la délinquance économique et financière en général s'accompagne de travail, de communication orchestré par des personnes qui sont souvent mises en cause dans les faits qui ont été relevés. Et je tiens à préciser d'emblée que nous n'avons pas dit qu'il y a telle personne qui soit coupable ou innocente. C'est à la justice d'en décider. Nous avons constaté des choses que nous avons consignées dans un rapport auquel ont été attachées l'ensemble des pièces recueillies par les enquêteurs et les dossiers transmis aux autorités compétentes. Et de ce point de vue, je pense qu'il est normal que les uns et les autres aillent au niveau de la presse pour s'expliquer. Mais nous ne sommes pas dans une posture polémique. Et nous avons des enquêteurs aussi qui sont des professionnels chevronnés, très aguerris, et qui ont occupé de hautes responsabilités, et ils ne sont pas nouveaux dans le traitement de ce genre de matière. Oui. Vous avez fait votre rapport, vous l'avez transmis à la justice qui doit faire son travail concernant ce que vous avez constaté par rapport à la gestion de sociétés publiques ou privées. Mais est-ce que vous êtes, vous, sûr ou bien assuré qu'il y aura une suite qui sera donnée à votre rapport? Parce qu'il y a eu beaucoup d'institutions de vérification au Sénégal et de contrôle qui ont fait beaucoup de rapports, mais souvent les rapports se perdent dans les tiroirs. Vous avez soulevé une question importante, mais je tiens quand même à rassurer les Sénégalais. Le temps de la justice n'est pas forcément le temps du public. Ce sont des acteurs qui sont d'éminents professionnels. Nous sommes en parfaite intelligence avec les acteurs du système judiciaire. Nous travaillons ensemble parce que nous intervenons dans la même chaîne. Nous sommes juste dans des postures différentes. Et je pense que déjà ce qu'ils nous ont manifesté, c'est une attention toute particulière par rapport aux dossiers que nous leur transmettons. Mais il faut leur laisser le temps de faire leur travail parce que c'est un travail extrêmement technique et complexe. Et donc, ils doivent donner le maximum de garanties. Vous avez reçu pratiquement plus d'une centaine de plaintes. Vous êtes dans plus de cinquantaine d'enquêtes qui sont en train d'être faites. Est-ce que cela prouve pour vous que la corruption est devenue un fléau ou bien est une gangrène dans ce pays? D'abord, la corruption, il faut le préciser, c'est un phénomène universel. Partout où il y a eu des hommes, il y a eu de la corruption. Et ce n'est pas pour rien que dans le récit coranique comme dans celui biblique, Dieu parle de corruption et demande aux hommes de se préserver de cette pratique. Et donc, c'est parce qu'il y a eu conscience de l'ampleur et de la gravité de ce phénomène que, en 2012, le président de la République, Macky Sall, a pris l'initiative de la création de l'OFNAC. Il y a eu un ensemble de mesures qui ont également accompagné
cette création pour permettre un renforcement du dispositif de lutte contre la délinquance économique et financière en général. Et ce qui peut être constaté, c'est qu'il y a toujours la persistance de ce phénomène dans notre société. Et les enquêtes, comme les plaintes en général, l'ont prouvé. Mais je pense également que cela va être contenu dans des proportions vraiment réduites, compte tenu de ce qui est en train d'être fait en matière de prévention à côté des actions de lutte. Mais pourtant, les répliques qu'on a entendues ou les sorties, aussi bien du côté des partis au pouvoir que même du directeur de cabinet du président, il semble quelque part remettre en cause le travail de l'OFNAC. Vous savez, comme je le disais tantôt, il faut reconnaître à chaque acteur sa liberté et son droit d'exercer une critique sur un produit qui est placé, qui est donc versé dans le domaine public. Seulement ces acteurs-là ne sont pas n'importe qui, c'est des collaborateurs directs du président. Mais c'est des acteurs quand même. Et puisqu'ils sont à un niveau éminemment élevé, ils ont toute l'attitude d'avoir aussi une attitude critique. Et je pense qu'il faut leur reconnaître ce droit. Nous sommes une organisation nouvellement créée. Et nous avons une posture d'humilité, faite d'apprentissage, d'écoute. Et nous nous ouvrons à toute suggestion, à toute proposition de nature à nous permettre d'améliorer notre approche du phénomène de la corruption. Mais il faudrait quand même que les approches se fondent sur une base objective et sur une analyse critique plutôt que des considérations d'ordre subjectif. Mais ceux que vous avez épinglés dans vos rapports disent que c'est un règlement de compte que vous êtes en train de faire, c'est un acharnement. Certains vous reprochent même au niveau de l'OFNAC de ne pas avoir donné un pré-rapport à ceux-là qui sont incriminés, leur permet de répondre aux incriminations avant de sortir votre rapport. Vous savez, comme je le dis tantôt, ceux qui mènent les enquêtes au niveau de l'OFNAC, ce sont des enquêteurs chevronnés. Ils n'en sont pas à leur premier exercice. Mais est-ce qu'il y a eu des pré-rapports qui sont envoyés? J'en viens, M. Diop. Les enquêtes se passent dans une matière pénale. Quand une plainte est déposée, à l'exploitation de la plainte, les enquêteurs posent les diligences qui s'imposent. Ils vont entendre les personnes qui ont travaillé autour des affaires en cause. À chaque fois qu'ils entendent une personne, ils dressent un PV signé par cette personne sur les faits qui lui sont reprochés. Ils collectent également les pièces justificatives de nature à donner des indices sur l'existence d'infractions qui sont en train de traquer. Et c'est cet ensemble d'éléments-là. Et quand il y a une personne qui affirme une chose, qui est acteur dans les faits en cause, d'autres personnes sont également entendues. Dans la même procédure, ils signent avec l'enquêteur les procès-verbaux dans lesquels il est discuté des faits qui leur sont reprochés. Ils répondent, ils donnent leur version et ils signent à la fin de l'audition. C'est cet ensemble de pièces-là qui constitue la quintessence même du rapport. Le document de texte lui-même, c'est un compte-rendu des diligences qui ont été faites par les enquêteurs. Le coup où le directeur lui-même dit que ces procédures n'ont pas été faites, est-ce qu'il a été approché, il a donné ses réponses par rapport à vos questions? Toutes ces procédures ont été suivies? Avec votre permission, je n'aimerais pas entrer dans des détails d'un dossier particulier. Pas de détails. Je voudrais rester au niveau des procédures et au niveau des principes. Pour toutes les enquêtes, nous ne pouvons pas concevoir qu'un enquêteur tire une conclusion sans entendre les personnes qui sont présumées avoir pris part dans les actes. Une fois que l'ensemble des pièces, donc si ces pièces sont collectées, le texte du rapport est une mise en ambiance qui est destinée à l'autorité judiciaire pour lui dire nous avons effectué ces diligences. Telle personne a été entendue. Au cours de son audition, il a affirmé que. Telle autre personne, au cours de son audition, précise que nous avons recueilli tel élément qui, de notre point de vue, indique ceci. Par rapport à tout cela, nous pensons que, une fois sur la table,
du juge. Le juge prendra possession des éléments qui ont été attachés au rapport. En lisant la mise en ambiance, il va s'approprier les éléments du dossier. Et il y a donc un ensemble de garanties qui sont là. Les acteurs qui sont impliqués. Le juge posera les diligences nécessaires pour leur donner la possibilité à cette instance-là d'apporter leurs arguments. Nous ne déclarons jamais que telle personne est coupable. Nous ne l'avons jamais fait. Mais nous avons le droit, et c'est notre profession, de mettre, de consigner dans un document ce que nous avons constaté. Mais dans vos rapports, vous avez demandé que certains directeurs qui ont eu à faire, puisqu'on ne va pas personnaliser, soient relevés de leurs fonctions pour des mesures conservatoires. Et ça, c'est l'autorité administrative qui doit la prendre. Et c'est le président qui nomme ces directeurs qui sont en fonction. Jusqu'à présent, il y a un silence par rapport à ce rapport. Et le président a ce rapport entre ses mains. Il l'a reçu. Oui, mais c'est un document qui vient d'être versé dans le domaine public. Encore une fois, il avait déjà, lui, avant qu'il soit versé dans le domaine public. Je pense bien qu'il faut également qu'on soit exigeants, nous tous, nous devons être exigeants. Mais nous devons également faire attention et être prudents. Aussi, nous devons d'être patients. Il faut qu'on soit patient. Parce que le président, il a créé l'OFNAC. En tout cas, il a porté l'initiative. Et nous attendons, pour les mesures d'accompagnement, quand même un bon suivi des recommandations. Et recommandations, c'est simplement pour aller dans le sens de l'amélioration de nos différents systèmes, dans le sens du renforcement de la bonne gouvernance. Il peut, en exploitant le rapport, dire « je ne partage pas cet avis ». Je pense plutôt que ce qui est important pour nous, ce n'est pas qu'on fasse à la lettre ce que nous demandons, mais c'est juste qu'on prenne des mesures pour renforcer notre système de protection des ressources publiques. Mais est-ce que vous n'êtes pas inquiet quand vous entendez le président de la République qui a mis en place l'OFNAC, qui disait aux États-Unis, mais j'ai énormément de dossiers, certains de ces dossiers, j'ai mis le coude là-dessus. Est-ce que votre dossier ne c'est pas aussi de suivre cette trace? Nous ne sommes pas inquiets et nous sommes des professionnels. Un professionnel, c'est quelqu'un qui, après son travail, reste dans sa sphère et ne fait pas le travail des autres. Le président, il a un niveau d'information, il a des prérogatives, il a un champ qui lui est circonscrit et dans lequel nous ne pouvons pas faire d'immixtion. Une fois que nous avons fait notre travail, c'est là que s'arrête notre responsabilité. Nous laissons aux autres acteurs le soin de faire ce qui leur appartient. Mais il s'agit là de l'argent des Sénégalais. Le président, on lui a confié le Sénégal. Ce n'est pas sa propriété, c'est l'argent des Sénégalais qui est en jeu ici. Exactement. Nous sommes parfaitement d'accord. Mais je dis que nous, quand nous faisons notre travail, nous nous arrêtons là où la loi pose les délimitations de notre champ de compétences. Nous ne pouvons pas faire des choses à la place des autres acteurs. C'est cela que je veux dire. D'accord. Dans votre rapport, vous avez aussi posé le débat concernant les déclarations de patrimoine. La plupart des ministres étaient réticents à le faire. Aujourd'hui, la présidente de l'OFNAC a dit qu'il reste encore à faire. Il y a d'autres gens qui refusent d'aller déposer la déclaration de patrimoine. Pourtant, la loi est très claire. 3 mois après cela, le président soit doit les démettre, ou soit ils doivent rembourser s'ils ne déposent pas la déclaration de patrimoine. Mais jusqu'à présent, ce cas précis n'est pas appliqué. Relativement à la déclaration de patrimoine, c'est aussi un élément du dispositif de protection des ressources publiques. Mais bien encadré par la loi. Oui. Donc c'est un élément du dispositif de protection des ressources publiques qui est très important. Et ça montre encore une fois l'ambition du gouvernement d'aller vers une gestion transparente. Les difficultés qui ont été notées, c'est normal et naturel. Parce que lorsqu'il y a une réforme dans un environnement, il y a des résistances d'ordre psychosociologique compte tenu du fait que le nouveau suscite des inquiétudes. Et nous sommes dans une ambiance culturelle où le Sénégalais, son rapport avec la richesse, c'est un rapport qui est quand même très ambigu. Rares sont ceux qui déclarent ce qu'ils gagnent à leurs épouses même. Il est même interdit par des pratiques traditionnelles ou coutumières de donner le nombre de ses enfants.
Vous vous imaginez qu'on leur dise maintenant, venez déclarer tout ce que vous avez. Cette peur était normale et naturelle et il fallait, je pense, rassurer tous les acteurs. Cela a été fait. Les difficultés persistent parce que aussi, tous n'ont pas peut-être la même compréhension de la loi. Relativement à la deuxième catégorie, il y en a qui ont fait leur déclaration tardivement parce qu'ils pensaient, ces assujettis-là, ne pas être concernés. Et je pense qu'avec la communication, avec les échanges... Et ceux qui continuent à résister par rapport à cela, qui sont conscients qu'ils doivent faire des déclarations, qui ne le font pas, qui refusent de le faire pour se soustraire à la loi. Ces personnes-là n'auront aucune protection. Pourquoi? Parce que simplement, dès le départ, avant même que l'OFNAC ne signale des réticences, le président de la République a parlé aux autorités pour leur demander d'aller faire leur déclaration. Et donc, de ce point de vue, l'OFNAC tirera les conséquences de toutes ces pratiques et demandera aux autorités compétentes de prendre les mesures que la loi préconise. Mais à regarder de près, ces gens ont dépassé le délai qui leur est prescrit. C'était 3 mois. C'est-à-dire que c'est la deuxième catégorie. C'est bientôt 1 an, on est bientôt dans 1 an ou 2 ans. C'est la deuxième catégorie qui pose problème. Et comme je disais, ce n'est pas forcément un refus de déclarer son patrimoine. Mais lorsque vous êtes dans une chaîne, vous n'êtes pas le comptable. Vous recevez, vous posez des actes dans l'exécution des dépenses. Vous êtes concerné. Quand les montants des opérations financières, donc ce montant atteint le milliard ou dépasse donc le milliard. Mais tous les acteurs ne le savent pas. Il y en a qui nous ont dit et qui ont déclaré tardivement, mais nous ne savions pas être concernés parce que c'est vrai, les fonds que nous gérons dépassent le milliard, mais tout ne nous est pas destiné. Il y en a qui vont vers d'autres structures. Et donc, compte tenu de ce fait, ces acteurs pensaient ne pas être concernés. Quand on leur a expliqué, ils ont dit, ah oui, donc on est bien des assujettis. Et ils se sont acquittés de leurs obligations légales. Et je pense donc que ce n'est pas toujours forcément un refus. Votre domaine de compétence va aussi dans la sphère privée. Ce n'est pas seulement public. Oui. L'OFNAC peut intervenir même dans le monde privé. Oui. Est-ce qu'il y a eu des enquêtes que vous avez menées dans la sphère privée au Sénégal? Il y en a même beaucoup. Concernant le détournement d'argent, de concussion et de corruption. Quand nous allons vers une enquête, nous ne disons pas qu'il y a détournement ou concussion, parce que nous ne croyons pas à la lettre ce qui est consigné dans les plaintes. Mais après enquête, est-ce que vous avez des résultats concernant le secteur privé où il y a eu des situations? Oui, et là je vous renvoie au rapport. Il y a bien une compétence de l'OFNAC pour ce qui concerne la corruption dans le secteur privé. L'article 3 de notre loi le consacre. Et dans les investigations qui ont été menées, il y a bien des structures privées qui étaient concernées. Nous sommes dans un pays assez spécifique où il y a des conflits religieuses. Il y a beaucoup de directeurs de sociétés, parce qu'ils sont peut-être talibés d'un tel ou tel marabout, se sentent obligés des fois de donner de l'argent au marabout. Et c'est adia qu'on donne au marabout. C'est de la corruption ou pas? Vous savez, je pense qu'il faut être très prudent dans la qualification des actes. C'est une question. Oui. Et c'est une réponse que je suis en train de donner. La corruption doit bien être distinguée d'actes qui sont fondamentalement des actes religieux et également d'actes qui, du point de vue culturel, constituent des actes, je dirais, de teranga, mais qui n'ont absolument aucun lien avec la corruption. Et donc, c'est au cas par cas qu'il faut apprécier les choses avant de dire qu'il y a corruption. Vous arrivez à faire la part des choses entre le cadeau et la corruption pour que les choses soient beaucoup plus claires dans la tête des citoyens. Est-ce que vous avez à rencontrer justement ces familles religieuses, ces familles aussi bien religieuses musulmanes que catholiques pour expliquer votre mission? Merci M. Diop, parce que vous en venez à un point qui constitue une priorité pour l'OFNAC, la prévention. Et dans le cadre des activités de prévention, les autorités religieuses, les prêtres, les prédicateurs, les chefs coutumiers et traditionnels, ils sont des relais de l'OFNAC. Je vous dis, les différents khalifes, mais ce sont les premiers souteneurs de l'OFNAC. C'est des personnes qui suivent de près ce qui est fait. Et je peux vous dire que leur niveau d'exigence en matière de gestion financière dépasse les exigences modernes que nous connaissons et qui sont fondées sur des textes positifs. Quand, dans nos textes, ramasser de l'argent qui n'appartient apparemment à personne n'est pas interdit,
Mais la religion l'interdit. Et de ce point de vue, nous avons beaucoup à apprendre également de cette catégorie d'acteurs et c'est ce que nous avons fait. Et ces acteurs, je peux vous garantir qu'ils ne sauraient tolérer d'actes constitutifs de corruption. Ils sont extrêmement exigeants parce que leur niveau d'exigence dépasse même le nôtre. Et nous avons appris beaucoup avec eux. Et avec eux, nous avons des soutiens de taille parce que leur voix porte et va vers des niveaux que nous ne pouvons atteindre. Et vraiment, c'est des partenaires stratégiques. Nous les remercions au nom de Madame la Présidente et de tout l'Office pour leur soutien et pour leur service en tant que relais de communication. Pour en revenir un peu à vos enquêtes, il y a des dossiers qui étaient très chauds, qui ont été cités au Sénégal, très médiatisés. C'est l'affaire Petro-Tim, l'affaire Lamine Diack, entre autres affaires ont été citées ici. Le port Dakar avec M. Cheikh Kanté qui dirige ce port Dakar. Il y a eu beaucoup de médiatisation, beaucoup de Sénégalais vous ont saisi peut-être concernant ces dossiers. Où allez-vous avec ces enquêtes? C'est bien vrai, on a été saisi par beaucoup de citoyens sur ces questions. Et tout ce que je peux vous dire, c'est que les enquêtes sont en cours. Concernant Petro-Tim, où en êtes-vous? C'est en cours. Et puisque des enquêtes sont en cours, je ne saurais quand même en parler. Est-ce que dans ces enquêtes que vous faites concernant Petro-Tim, l'affaire Lamine Diack, vous avez des soupçons de corruption ou pas? Nous n'avons pas de soupçons. Ce sont les citoyens qui portent vers nous leurs réclamations. Et à la fin de l'enquête, nous transmettrons les rapports à l'autorité compétente. Mais pour le moment, des enquêtes en cours, on ne saurait en parler. Et concernant l'affaire du port de Dakar, dans votre rapport, beaucoup ont écrit que le port de Dakar aurait été blanchi dans les enquêtes. Ça s'est avéré? Vous savez, quand des enquêteurs font leur diligence, ils ne disent jamais de façon absolue il n'existe pas telle chose. Ce qu'ils mettent comme constatation, c'est tirer des diligences qui ont été effectuées. Et dans le cadre des diligences qui ont été menées, dans le cadre des actes qu'ils ont eu à recueillir, ils n'ont pas pu constater les infractions qui avaient été alléguées par le plaignant. En revanche, ça les conflits d'intérêts. Oui. En revanche, ils ont constaté quand même des dysfonctionnements. Et c'est cela aussi une enquête. Il ne faut pas vouloir à tout prix conclure qu'il y a infraction. Si vous n'en avez pas constaté, il faut être humble et dire que nous n'en avons pas trouvé. Est-ce que face à toutes ces plaintes qui sont déposées chez vous, vous avez les moyens de faire votre travail correctement? À ce niveau, je tiens à dire que déjà nous sommes fonctionnels, nous nous mettons au travail pour satisfaire la demande des Sénégalais. Mais compte tenu de l'ampleur de cette demande, de la forte tendance des Sénégalais à saisir l'OFNAC dans les difficultés qu'ils vivent dans les différents secteurs, il serait quand même utile qu'on renforce les moyens d'intervention de l'OFNAC pour nous mettre en phase avec les attentes des populations. Et je tiens à préciser quand même qu'à ce niveau, nous sommes un nouvel organisme. Des efforts ont été faits qu'il faut saluer au niveau des moyens de l'OFNAC. Et nous sommes dans un pays où tout est prioritaire et il y a des contraintes partout. Et c'est pourquoi il faut saluer déjà ce qui est fait, même s'il faut demander quand même qu'on renforce compte tenu des attentes. Les constatations que vous avez faites, les dysfonctionnements que vous avez à faire par rapport, par exemple, à un hôpital où on détournait les malades pour les amener dans le privé, est-ce que des mesures sont prises pour arrêter cela? Je le disais tantôt, quand nous faisons notre travail, nous laissons le soin aux autres acteurs de prendre le relais et de poser les actes qui relèvent de leur responsabilité. Mais nous en tirons aussi des conséquences par rapport à nos orientations pour les travaux de prévention comme pour également ceux d'enquête. Parce qu'à la lecture de ce qui se passe, à l'analyse également des réclamations des citoyens, nous réajustons nos stratégies pour faire un ciblage qui corresponde aux domaines dans lesquels il semble y avoir une récurrence des problèmes. Quel est le statut des gens qui travaillent à l'OFNAC? Ils sont salariés, ils sont payés par mensualité ou bien ils sont payés par indemnité? Il y a différentes catégories de personnel. Il y en a qui sont fonctionnaires, détachés, et d'autres qui sont des contractuels.
Payer mensuellement? Oui. Et cette divergence des profils, cette diversité, je dirais, des profils, des personnes qui viennent d'horizons différents, c'est cela qui constitue aussi notre richesse. Précisément parce qu'il y a des thématiques qui sont analysées sous différents angles, éclairés par différents feux. Mais est-ce que les textes de l'OFNAC permettent de payer mensuellement des gens? C'est prévu par les textes? Mais c'est ça. Quand vous avez un travailleur, vous le payez mensuellement. Au contraire, les textes demandent que cela soit fait. Il y a des textes quand même pour la protection des travailleurs. Vous ne pouvez pas faire travailler une personne et ne pas la payer. Ça, c'est contraire à la réglementation, c'est contraire à l'éthique. Monsieur Ibrahim Faye, vice-président de l'OFNAC, l'Office national de lutte contre la fraude et la corruption. Merci d'avoir été avec nous sur ce plateau de la TFM pour commenter le rapport de l'OFNAC qui est sorti, le premier rapport, qui soulève déjà beaucoup de polémiques et de tollés. Et les Sénégalais attendent que ce rapport ne soit pas mis dans les tiroirs, qu'il soit suivi d'effet, parce que la plupart des citoyens qui ont porté plainte au niveau de l'OFNAC, c'est pour vouloir lutter contre la corruption et la concussion, et surtout qu'on respecte le droit dans ce pays. Merci à toute l'équipe technique qui m'a accompagné pour la réalisation de cette émission. Merci à vous qui êtes chez vous, qui nous suivez. Merci.